Ça part. Épisode 2 de ma série Jam avec mon gars Zach. Zach, on est là. Depuis le temps. Ça y est. Ça fait longtemps qu'on parle de cet épisode. Je te jure, mais en vrai, depuis que j'ai commencé le projet, t'es l'une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet en 2022. Ouais, c'est ça. Et après, on a que échangé dessus et tout. Et c'est pour ça que je voulais te mettre dedans, en vrai, tu vois, que te mettre directement en deuxième épisode. J'avais déjà noté la liste des personnes que je voulais interviewer. Ouais, j'ai à dire, j'ai la pression, hein, je passe après ça darole quand même. Dédicace à maman. Comme dit, genre, ça fait un long moment que je voulais te mettre dedans. Parce que déjà, tu m'as soutenu depuis le départ. Déjà, dans un premier temps. Et dans un second temps, au-delà du point commun qu'on a avec on a le basket en point commun, au-delà de ça, on a découvert des nouveaux points communs en vrai. Des nouveaux points communs, c'est ce que j'allais dire. La création de contenu. 100%. Gros focus sur la vidéo. Gros focus sur la vidéo. En plus, rappelle-toi, l'une des premières séances qu'on a faites à la salle. Ouais, à la salle, que j'avais posté quand j'ai acheté le trépied. C'était avec toi et franchement, je me suis dit, là, on est parti pour faire un truc de ouf. Ouais, parce qu'on a vu, c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à voir un peu le déclic de la vision par rapport à la vidéo. C'est ça, où on a commencé à se projeter et à se dire, ok, on peut faire comme ça, on peut monter une vidéo comme ça. Et là, quand j'ai commencé à mettre sur la table le projet de la chaîne YouTube, là, on a vraiment construit l'épisode, tu vois. Là, tu m'as chébré en direct. Tu m'as chébré en direct. Ça allait vite, en vrai, ça allait vite. Mais non, vraiment, c'est vraiment ça que. C'est vraiment pour ça que je t'ai mis en deuxième épisode. C'était vraiment les raisons pour lesquelles je t'ai mis en deuxième épisode. Parce que, au-delà du fait qu'on se connaisse de la SIG, on s'est rencontrés, c'était en 2016, comme ça, 2017. Ouais, on a fait une saison ensemble. Après, moi, je suis parti à Mulhouse. Toi, t'es resté. Ouais, moi, je suis resté encore un an. Et après. Après, j'ai eu une totale, une autre vie. Un autre projet. Je suis parti sur un autre continent, carrément. Un autre continent. Projet. Et on va arriver là-dessus parce que c'est là où moi, je voulais vraiment me focus sur ta partie. C'est qu'est-ce qui s'est passé après le centre, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que t'es parti vivre aux États-Unis. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Alors comment ça s'est déroulé? Genre il y a eu le centre. Alors du coup il y a eu le centre. Du coup on a eu notre année commune. Ensuite j'ai fait un an de plus où je jouais en N3 la SIG amateur et en même temps je jouais à la SIG Orinus. Et par la suite j'ai eu mon bac et je savais que j'étais pas fait en fait pour rester dans le système français en fait tout simplement. Fallait que je tente autre chose et que je parte dans le pays formateur, le vrai pays. Non, je suis parti aux États-Unis du coup à Sacramento en Californie. J'avais d'abord effectué quelques tests pendant un mois. J'ai fait des tests dans plusieurs universités, donc à Sacramento et aux alentours. Et j'ai eu un très bon retour positif de Sierra College. Donc c'est l'université pendant laquelle j'étais pendant 2 ans du coup. Et j'ai poursuivi mon rêve, donc j'ai poursuivi mon rêve de jouer au basket et de devenir pro sur les terres californiennes, tu vois. Donc ça a changé ma vie parce que j'ai tellement gagné en maturité, tu vois, quand j'étais en Californie. Quand je suis parti, j'étais un enfant. J'étais un enfant. T'avais quel âge quand t'as bougé? J'avais 18 ans. 18 ans, direct après le bac? Ouais, direct après le bac. Non, 4 mois après le bac. D'abord, j'ai fait STAPS pendant 1 mois et demi et j'ai taillé. Non, STAPS, c'était pas pour moi. Honnête. J'ai fait STAPS pendant 1 mois et demi. C'était pas pour moi. Pas pour moi. J'ai give up. J'ai dit c'est ciao. Et attends. Après ça, j'ai fait quand même 2 mois en tant que surveillant dans un lycée aussi. Alors, à moi, 18 ans. J'étais surveillant dans un lycée. T'as fait STAPS pendant 1 mois? STAPS pendant 1 mois. Et après, t'as enchaîné en tant que surveillant? Ouais. Attends, j'ai quitté la fac. Et j'avais pas tout de suite dit à mon daron, sinon il allait me tuer. Mon daron il allait me tuer. J'ai d'abord trouvé un taf, du coup j'étais surveillant à Ilkirch. Et après j'ai pu annoncer à mon père que j'avais quitté la fac et que je voulais totalement changer et partir aux États-Unis, tu vois. Je lui ai annoncé le projet à ce moment-là. Et mon père il me supporte à fond, donc on a poussé pour que j'aille aux États-Unis et j'ai atterri aux États-Unis, tu vois. Mais le début c'était bancal. Moi j'ai une question, parce que comme dire, en vrai, on connaît plein de gars qui sont partis vivre aux États-Unis pour X ou Y raison, tu vois. Mais toi, juste avant, tu disais
tu disais, tu sentais que tu n'étais plus à ta place ici. Enfin, tu l'as assimilé comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Quel a été le déclic qui t'a dit, ouais, faut que j'aille aux États-Unis? C'est toi qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Pour le coup, aux États-Unis, je dirais que, en fait, il y a pas un meilleur pays au niveau des opportunités, tu vois. Surtout en tant qu'athlète. En France, on te donne pas forcément les moyens pour arriver au sommet. Bon, ça, on sait déjà, c'est connu. Mais aux États-Unis, en fait, si tu as la dalle, tu peux y arriver. Si tu as la dalle, tu peux y arriver. On va pas te bloquer. C'est pas une infrastructure qui va te bloquer, un coach qui va te bloquer, ce genre de choses, ça n'existe pas. Tu vois, si tu as la dalle, tu vas réussir au basket. Donc c'est pour ça que je me sentais de partir, parce que même à la SIG, je pouvais pas jouer avec les espoirs ou quoi. On m'avait limite bloqué avec la N3, tu vois. Ouais. Et je pouvais pas revenir en arrière. Et ça m'avait fait mal, tu vois, parce que je sentais que j'avais ma place, j'avais largement ma place, tu vois, et je pouvais pas accéder. On me laissait pas la chance. On me laissait pas la chance. Ouais. Exactement. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti. Je suis parti à 9000 km et ça y est, terminé, tu vois. Je vois. Et arrivé aux États-Unis, alors, on en a déjà échangé, mais une fois au States, comment t'as vécu ta vie là-bas? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que t'as aimé là-bas? Qu'est-ce que t'as moins kiffé? Changement drastique, gros. Ah ouais? Franchement, ça n'a rien à voir. Les gens, ils respirent le sport, en fait. Ok. Même dans l'université, j'arrive à l'université, c'est la première semaine, du coup, je connais personne, c'est la première semaine. Le seul gars à qui je parle vraiment, c'est mes coéquipiers. Ça commence à être mes gars, tu vois. Ouais. Et tu vois qu'en fait, ils ont totalement une autre mentalité. C'est dingue. À l'université, ils ont totalement une autre mentalité. Par exemple, j'avais des coéquipiers, pour eux, s'ils ne réussissaient pas dans le basket, leur vie a été finie. Ouais. Genre vraiment, si le basket ça passait pas, leur vie a été finie. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'a donné une hargne, tu vois. J'avais tellement la dalle quand je voyais ces mecs se donner. On avait 2 entraînements par jour, t'en as un à 6h et l'autre après les cours à 17h. Tu vois, on se lève tous les matins à 5h du mat pour s'entraîner. En fait, ça me paraissait fou de faire ça. Mais une fois que tu baignes avec ces gens-là, tu prends leur mental. Tout simplement, jour après jour, tu prends leur mental et tu deviens comme eux, en fait. Ouais. Dans ma tête, j'étais un carré, j'étais plus le gars qui faisait des passes, j'étais juste en mode tueur sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. T'avais adopté leur mentalité. Ils ont une rage de vaincre qu'on n'a pas en France. Tu verras jamais ça en France. Et c'est ça vraiment que tu retiens de là-bas? C'est ça que je retiens le plus de là-bas, bien sûr, 100%. C'est ça tu sens que il y a vraiment, c'est ça qui a changé en moi et c'est ça qui a grandi en moi, qui m'a fait grandir. Et j'ai énormément pris en maturité aussi parce que j'avais 18 ans et j'étais loin de ma famille pendant 6 mois, tu vois, je les voyais que 6 mois à Noël et je les voyais pendant l'été de temps en temps. Mais sinon, c'était dur, tu vois, ça m'a forgé. Ça m'a pris en maturité. Et j'avais besoin de ça aussi. À Strasbourg, je suis dans le cocon familial depuis tout petit. Ouais. J'étais trop dans ma zone de confort. Fallait que. T'avais besoin de sortir de ça? Ouais, voilà, j'avais besoin de sortir de ça et ça m'a fait du bien, tu vois. Ouais, clairement, ça m'a fait du bien. Je pense honnêtement, à ce jour, que c'était la meilleure décision de ma vie, tu vois. De partir aux États-Unis à 18 ans? Ouais, c'était la meilleure décision de ma vie. C'était dur, mais meilleure décision. Et qu'est-ce que t'as un peu moins kiffé là-bas? Franchement, juste être loin de la famille. La distance avec la famille? Distance avec la famille, je pense que c'est le plus dur. Parce que le reste, tu t'adaptes. Franchement, tu peux t'adapter à toutes sortes de situations. Et en plus, c'est les États-Unis, tu vois, tu vois les choses en grand. T'as la NBA, à Sacramento, il y a la NBA, il y a des choses. C'est pas la SIG, tu vois, t'as les Kings qui sont là. Ce genre de choses, c'est pas la même énergie, mais c'est juste la famille, ça c'était dur. Parce que là, t'es tout le temps seul au final. Même si tu parles anglais avec tout le temps, avec tout le monde au quotidien, quand tu rentres chez toi, t'as envie juste de parler à ta famille, d'être au calme, et ça me manquait bien sûr. Ok. Là, je voulais faire la transition entre le basket et le mannequinat. Parce que en vrai, t'as décidé de te lancer dans le mannequinat. T'as décidé là-bas, non? Ou t'avais déjà commencé un peu à Strasbourg? Non, j'ai commencé là-bas. T'as vraiment commencé là-bas? Ouais. Ok. Ça a été quoi la transition basket-mannequinat? Alors, là, on va faire une petite aparté. Là,
on a le pote beau gosse. J'ai regardé les 3 caméras. Lui, c'est le pote beau gosse. Tu peux pas tchatcher parce que. Et on se rate sur aucun des angles, mec. Lui, c'est le pote beau gosse. À partir du moment où t'es mannequin, là, vraiment, dans le groupe de potes, c'est lui le beau gosse. C'est lui, faut lui donner ce crédit-là. Si. Arrête. Si. Ça, tous les gars qui regardaient ça, là, ils savent déjà. Ouais, mais ils sont tous on point aussi. Ouais, mais toi, t'es sur Asos, ouais. C'est ça ton problème. Mais gros, là c'est trop facile. Là, vraiment, c'est trop facile. Mais ouais, ça a été quoi la transition? C'est là où justement je veux mettre ça en avant dans l'épisode, tu vois. Parce que je trouve que, et c'est ça qui est intéressant de te faire en 2e épisode, après ma mère, c'est que tout le monde sait que là, aujourd'hui, tu as eu la chance de travailler chez Asos et tout. Et encore aujourd'hui, on en parlait juste avant, tu as des contrats en cours, il y a vraiment du boulot qui s'offre à toi. Ouais. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est, alors, ok, aujourd'hui, on sait que tu as une gueule de mannequin, tu as le profil type. Mais toi, comment tu as découvert ça? Tu vois, t'es passé par quelle étape? C'est quoi la transition basket, mannequinat? Honnêtement, déjà, il faut savoir que, parce que là, tu parles d'Asos. Asos, c'est une marque, gros. Je commandais sur Asos, j'étais au collège. Je commandais sur Asos. Et déjà, à ce moment-là, genre, je me disais, putain, en vrai, les mannequins, genre, j'ai l'impression que je pourrais être à leur place. J'avais déjà cette mentalité quand j'étais au collège et que je commandais des habits. Donc après, j'ai un peu perdu de vue le mannequinat. Ma soeur, elle me disait, ouais, tu devrais trop te lancer dans le mannequinat. Non. Elle m'a toujours dit. Et moi, c'était basket, tu vois. Être beau, prendre des photos, vas-y. Vas-y. Tu prenais pas ça au sérieux? Ouais, je prenais pas ça au sérieux. Après, plus tard dans ma vie et aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, j'ai fait la Fashion Week de Sacramento. Ok. D'ailleurs, ça, c'est une dinguerie. C'était ma première semaine de cours aux États-Unis. Je suis dans un cours de maths et on devait faire des présentations et tout se présenter. Et il y a une meuf qui a vu ma présentation et à la fin du cours, elle me dit, bah, tu sais quoi, Zach, ce week-end, là, samedi, il y a des castings pour la Fashion Week de Sacramento qui est dans 3 semaines. Donc, elle me dit, tu devrais y aller. Je dis, vas-y, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, j'y vais. Boum, je suis pris. Et c'est là que je fais mon premier gros défilé, c'est pour la Fashion Week de Sacramento. Et ça s'était super bien passé. J'avais vu le rendu, j'avais kiffé, même les sables, j'avais kiffé. Je me suis dit, putain, en vrai, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Tu t'es dit, c'est pour moi. Ouais, je me suis dit, c'est pour moi. Mais niveau paye et tout ça, je savais pas si je pouvais vraiment faire un métier ou si c'était plus, un petit hobby, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est là que j'ai un peu goûté au mannequinat. Et la transition basket-mannequinat, en fait, elle vient aussi un peu de mon père. Parce que mon père, il m'a dit quoi? On est à la fin 2019, début 2020. En fait, année Covid. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait 2 ans que je suis à l'université. J'ai déjà eu mon diplôme et degree. Et je dis à mon père, faut que je retourne en France. Tu vois, c'est en plein Covid, pandémie, je peux rien faire. Je peux pas aller en cours, je peux pas jouer au basket, je peux pas rester là, tu vois. Mon père, il me dit quoi? Zach, tu rentreras pas en France tant que t'as pas un contrat. Sauf que mon père, c'est un Camerounais, gros, il rigole pas quand il dit ça. Il rigole zéro. Donc je me dis quoi? Ok, là j'ai la pression du daron, tant que t'as pas un contrat. Ok. J'essaie de contacter de nouvelles facs aux États-Unis parce que moi j'étais dans un community college et j'essayais d'aller dans une grande université, tu vois, où ils sont obligés de te payer ta bourse parce que vas-y, ça coûte une blingue, gros. T'as des 40 000 € l'année, c'est une dinguerie, c'est hors de prix, tu vois. Et donc j'avais cette pression-là. Tous les jours, j'envoyais des mails à des coachs dans tous les États-Unis, même au Canada, à Montréal. Il me fallait que quelqu'un me prenne, donc j'ai un contrat. Et aussi en parallèle, j'écrivais pendant que j'étais aux États-Unis à plein d'agences de mannequinat. Et c'est une agence de mannequinat de Los Angeles qui m'a débauché en gros. Okay. Et c'est mon agence actuellement. Okay. J'ai toujours la même agence. Et ils m'ont dit de venir directement à Los Angeles effectuer un casting en live, tu vois. Donc je me dis bon. Pourquoi pas? Les coachs ils me répondent pas, pourquoi pas tenter dans le mannequinat, tu vois. Je paye mon billet d'avion, je vais à Los Angeles pendant 2 jours et je rencontre mon agent. Franchement, ça se passe super bien. J'ai l'impression, franchement, à ce moment-là, quand il prenait les photos et tout ça, que je voyais le résultat, je me suis dit, en fait, je suis né pour ça, tu vois. En fait, c'est ça que je dois faire. Et justement, lui, il me montre les autres mannequins qu'il a. Ok. Ce que le mannequinat peut vraiment m'apporter, même si je retourne en France, il me trouverait d'autres agences pour que je puisse travailler. J'ai vu les payes.
forcément, c'est alléchant aussi. Ouais. Et je dis, bah, tu sais quoi, vas-y, je signe. Je signe avec Pretty Management, c'est mon agence à Los Angeles. Je signe, je dis à mes parents, hey, J'ai le contrat. j'ai le contrat. J'ai le contrat, papa. J'ai le contrat, laisse-moi rentrer. Et ouais, donc je dis ça à ma famille. Ils sont contents, mais en même temps, ils savent pas trop. Ouais, ils sont un peu dubitatifs. Ils sont un peu dubitatifs parce que c'est tout nouveau. Même pour moi, c'est nouveau, tu vois. Mais eux, encore plus. Parce que nous, c'est la nouvelle gêne, vas-y. Ouais. Ils savent pas vraiment si tu peux en vivre ou quoi. Je retourne en France. On est en pleine pandémie. Il reste quelques semaines de pandémie. Et donc moi, j'avais mon contrat, je leur montre tout ça. On est content. Et au bout de un mois, comme ça, un mois et demi, parce que là, du coup, on est en pleine pandémie, il n'y a pas de mannequinat, tu peux pas travailler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je gagne rien. Je suis en train de jouer à l'Xbox, je suis en train d'aller à la salle, je fais rien. Tu tournes en rond. Je tourne en rond. Et sauf que tu peux pas tourner en rond à Strasbourg, tu vois. Ma daronne, elle me dit, bon, en vrai, c'était mignon ton mannequinat là, mais tu vas reprendre les études, non? Moi, j'étais là, non. J'avais ce taps en tête et tout, je me suis dit, non, tu vois, je savais pas trop quoi faire, à part le mannequinat maintenant. Et je lui ai dit non, en vrai, j'ai confiance en moi, ça va le faire. Il faut juste prendre le temps. Ça prendra le temps qu'il faut, mais tu trouveras des contrats. Ça va le faire, Okay. ça va le faire. Il faut juste que le marché reprenne après le Covid. 3 mois après, je signe dans une agence à Londres. Donc c'est ma deuxième agence. Et encore un mois après, on m'envoie à Londres pour la première fois. Je me dis, alléluia, c'est bon, c'est le début. C'est le début des grandes choses. Je vais enfin pouvoir travailler. J'arrive à Londres pendant 2 semaines. Je fais 2 semaines pour faire des castings. Et sachant que le casting que j'avais en tête, que moi j'avais demandé à mon agence, c'était chez Asos. C'était chez Asos, et comme je t'ai dit, c'est la marque que j'avais en tête depuis toujours. Asos en Angleterre, niveau e-commerce, c'est le meilleur client. Sachant parce qu'en fait, c'est le meilleur client parce qu'ils sont réguliers. Ça paye bien et il y a une bonne ambiance. T'as les trois vraiment le combo parfait. C'est le combo parfait en Angleterre. Avec Bowman là qui rattrape en ce moment. Mais donc j'avais vraiment en tête de rentrer par la grande porte dans le mannequinat avec Asos. Donc je sais plus, on est un lundi. Je reçois un appel de mon agent. Écoute, c'est demain. C'est demain le jour J. Demain le casting avec Asos. Putain. Là, moi, je suis excité de fou. Tout excité. Je suis excité de fou. Je crois cette nuit-là, je dors 3-4 heures tellement. Je faisais que me réveiller la nuit. C'était quelle période Là, on est en septembre 2021. Septembre 2021, ok. Septembre 2021. Ouais, je m'en souviendrai toujours. Septembre 2021, gros. C'est une date importante dans ma vie. Je vous jure, c'est une date importante. Donc, on arrive le jour du casting. Je me réveille le matin, je me fais beau, je me douche, nanana. Je me prépare, j'arrive devant Asos. Il faut savoir que c'est très bien placé Asos. Ils ont un énorme bâtiment. Tu m'avais déjà dit. Vraiment, il a de la gueule, tu vois. Ça... On dirait un centre commercial un peu. On dirait un peu un centre commercial. C'est immense. Le gros logo Asos là, tu m'avais montré. Tu rentres direct à droite, t'as un gros logo Asos. Et j'ai toujours vu les gens prendre des snaps de ce logo, tu vois. Les mannequins et tout. Je me disais, putain, vas-y, je cale une petite photo. J'en cale une vite fait. En vif. Et ouais, je prends mon badge, j'attends la personne qui va s'occuper de moi pour le casting. Et là, elle m'emmène dans le studio photo parce que en fait, quand tu fais un casting dans le mannequinat, c'est une simulation d'un shoot, en gros. Donc, on va te mettre dans toutes les conditions. Ils te mettent exactement dans les mêmes conditions qu'un mannequin de chez eux a. Et donc, le casting, c'est à 2 tenues. Donc tu prends tes 2 tenues et tu poses sur le set. Donc tu as le photographe, le vrai photographe, qui te prend plusieurs poses, portrait, profil, en mouvement, ce genre de choses. T'as encore des photos de ton premier shoot ou pas? Ouais, bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, vas-y, on les mettra en montage. J'ai tout. Vous allez tous voir. Donc on peut mettre les premières photos effectuées chez Asos. Et là, je vois que la photographe, quoi, elle est à fond, tu vois. Elle me dit, putain, tu bouges bien, tu as des bons mouvements et tout. Parce que des fois, les gens, quand ils font un casting, ils sont un peu en mode. Ils sont gênés, tu vois. Ils sont tendus, tu les sens tendus et tout. Ils sont crispés. Toi, t'arrives direct à l'aise. J'étais stressé de fou, hein, mais j'étais décomplexé quand même. J'étais à l'aise. J'étais dans mon élément, en fait. J'étais dans mon élément. Une fois que je suis sur set, vas-y, j'oublie tout. Et elle voit que je suis super à l'aise et tout. Moi, tu vois direct le rendu. Donc, dès qu'il prend une photo, directement l'image. T'as directement l'image à droite. Je vois les photos, je dis, vas-y, en vrai, je suis chaud. Je continue, je prends des photos et tout, ça se passe bien. Je change de tenue, ça se passe bien aussi.
Et dans le studio, il y a styliste, photographe, le patron et celle qui book les modèles en gros. Ok. Et ils sont tous là et je vois qu'il y a trop une bonne vibe. C'était toutes les grosses têtes, toutes les grosses têtes, elles sont présentes pour valider le mannequin. Ok. Et je vois que, en vrai, je les ai dans la poche. Honnêtement, je me dis, je les ai dans la poche. À ce moment-là, tu sentais vraiment. Ouais, je le sentais, et on me l'a dit aussi à la fin du casting. La photographe, elle m'a dit, you nailed the casting, ça veut dire t'as géré le casting en gros. Donc moi, tu me bourres le crâne comme ça, je sors d'ici, je suis en pétard, c'est fou quoi. Je sors d'ici, je dis, allez, vas-y. J'appelle, on a un groupe avec ma famille, je lui écris direct, franchement c'est bon, j'ai géré de fou, le casting, ça s'est super bien passé. 30 minutes après, j'allais voir mon agence pour la première fois à Londres. Du coup, je vais les voir aussi, elle me dit, comment ça s'est passé et tout. Je lui dis, ça s'est super bien passé et tout, ils vont t'envoyer les résultats, confiant. Moi, tu me connais, un gars, j'ai confiance en moi. Confiant. 2 jours plus tard, je suis en train de bruncher avec un pote à midi en terrasse. Je reçois un email feedback Asos. J'ai juré. Je vois ce mail et je commence à stresser. J'ouvre, du coup. J'ai reçu le retour du casting avec Asos et malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Ils ont dit que tu étais un gars adorable, mais l'équipe n'était pas sûre à 100%. Je pense que tu es fantastique, donc personnellement, je ne comprends pas leur décision. C'est décevant, mais je sais que tu as fait de ton mieux et on croit en ton potentiel. Alors j'espère que tu ne te sentiras pas trop découragé. Je vois ça, ma gueule, j'arrête de manger. T'es fou. Et appétit coupé, je suis dégoûté. Franchement, là, à ce moment-là, avant ça, j'étais au top. J'étais au top de la confiance parce que tout s'était toujours bien passé. C'était toujours bien passé. Du premier casting à Sacramento jusqu'à. Ça a toujours glissé. Il n'y a jamais eu aucun pépin. Jamais. Là, c'est le premier revers que je me suis pris. Manger un mur de fou. Gros, je me suis mangé un mur en Formule 1. Je suis descendu direct, dégoûté. J'ai mis du temps à répondre à son mail et tout. Franchement, je comprenais pas. Parce qu'on m'a tellement dit que. On t'a hypé sur le moment. On m'a hypé sur le moment, mais de fou. Ouais, tout le monde t'avait dit que t'avais j'avais d'être ça. Et je pensais honnêtement que c'était plié. C'était plié. Excès de confiance. Là, t'es rentré dans l'excès de confiance. Genre, tu l'as ressenti. Au final, je me suis dit. Enfin, c'était un mix entre un excès de confiance en même temps de la mauvaise foi, tout simplement. Parce que à quel moment tu hypes quelqu'un à ce point-là. Et tout ça pour lui dire au final on ne prend pas, tu vois. Tu connaissais pas encore l'hypocrisie du business à ce moment-là. Et ça c'est vraiment le mot. C'est l'hypocrisie des Londoniens surtout. Des Londoniens ? Ouais. Okay. En Angleterre, ils sont ultra faux en Angleterre. Et en France, nous on est connus pour être direct, tu vois. Ouais. Un gars tu l'aimes pas, tu dis je t'aime pas. Hop, c'est comme ça. Alors qu'en Angleterre, quelqu'un que t'aimes pas, tu vas être gentil avec lui et derrière tu vas lui cracher dessus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, eux, niveau ressenti, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient surkiffé et tout ça. Pour le coup, la photographe, je pense qu'elle a été sincère. Mais les boss et tout ça, non, en fait. En fait, non, ils m'ont hypé pour rien. Et ça m'a donné un excès de confiance pour rien. Et c'était très difficile. Là, on rentre dans la partie sombre, c'est ça ? Là, on rentre dans la partie sombre. Ça, c'était le plus grand échec de ma vie, en fait. Parce que j'ai jamais été... Moi, je suis un gars, je suis souriant tout le temps. Ouais. Je suis toujours content. Mais à ce moment-là, gros, pendant 2 mois, j'étais down. Tu vois, c'était la fin du monde dans ma tête. Dans ma tête, c'était la fin du monde parce que, de 1, j'avais pas percé au basket. Mais j'étais pas si dégoûté que ça parce que j'ai pu rebondir avec le mannequinat. À ce moment-là, je me suis dit en fait, est-ce que j'ai gâché ma vie là avec le basket et avec le mannequinat ? T'as tout remis en question à ce moment-là ? J'ai tout remis en question. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je suis parti aux États-Unis ? Pourquoi j'étais loin de ma famille ? Des trucs de fou. Ouais, là t'es allé loin. Alors, je suis allé loin. À 2 doigts de me dire pourquoi je fais du basket, tu vois, pourquoi je fais pas du tennis, un truc. J'étais fou. En fait, tu t'es posé toutes les questions de Je me suis tout posé et j'ai retourné ma vie, tu vois. Et pendant 2 mois, j'étais au bout, franchement, j'étais au bout, j'étais à bout, c'était vraiment dur cette période. Et ça a été quoi le déclic ? Parce que c'est ça aussi que je me pose comme question et que j'ai envie de te poser et que tout le monde va voir. C'est alors moi je te connais en tant qu'ami et tout. Ouais.
je sais ce que tu as fait en large, mais pour creuser un peu plus loin dans le sujet, le moment où, justement, ce moment où tu as remis toute ta vie en question, tu m'as dit ça a duré 2 mois. Ouais. À la fin de 2 mois, là, qu'est-ce qui s'est passé pour repasser? Pourquoi ça s'est arrêté ouais, comment tu as arrêté cette phase de down? Comment tu es remonté? Comment tu as remonté la pente? Bah déjà, il faut savoir que du coup, quand je suis parti à Londres, c'était en septembre. Donc en septembre, en France, c'est la rentrée, tout le monde commence les cours, commence la fac de droit. Il y en a j'ai des potes qui étaient en médecine, tout le monde avait des bons projets, tu vois. Et moi, j'avais l'impression de stagner, du coup, même pas de stagner, genre de retomber tu régressais, tu avais le sentiment de régresser carrément. Franchement, j'avais le sentiment de régresser. Et je voyais tous mes potes avancer, et là, je me dis, en fait, je peux pas m'apitoyer sur mon sort et rester là. Et laisser mourir, tu vois. Limite, faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé par m'inscrire à la salle en France, changer ma diète. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, Asso, ça n'a peut-être pas voulu de moi, mais je vais me prouver à moi-même que je peux être j'ai envie de voir la meilleure version de moi-même, tu vois. Ok. Et de voir ce que ça donne par la suite. Parce que ça va m'apporter du bon, mais je sais pas encore quoi, mais je sais que ça va m'apporter du bon. Okay, je suis en train de reprendre confiance en moi petit à petit. Déjà d'aller à la salle, tu vois, ça me permet de reprendre confiance en moi, changer la diète aussi. Et j'ai repris un peu le basket comme ça, tu vois, la cita, ce genre de choses. Et tout ça, je reprends confiance en moi. La confiance que, normalement, moi, elle est toujours en moi, la confiance. Tu vois, moi, je connais que un Zach sous confiance. Je la perds jamais. Et franchement, c'est ça qui est fou, c'est que Asso, ça m'a fait douter de moi. Ça, c'est fou. Mais de fou, tu vois. J'ai perdu entièrement ma confiance à ce moment-là. Je me suis là, maintenant, je me dis, heureusement que cet échec est arrivé parce que t'as pu rebondir. J'ai pu rebondir là-dessus, mais... Avec du recul, tu te dis c'est fou quand même. Ouais, mais c'est fou, ça. Juste un casting, hein. Alors que des marques, gros, il y en a des milliers. Il y a des milliers. Moi, j'étais focus sur Asos. Si je rentre pas chez Asos, c'est mort le mannequinat. Alors que pas du tout. Et en fait, c'est dans ton process, c'est ce début de process-là où tu t'es vraiment concentré sur toi, que t'as commencé à remonter la pente. C'est parti de ça, en fait. Ouais, c'est parti. En fait, si là je devais écrire une autobiographie, ce chapitre de ma vie, c'est la rédemption. 100% c'est la rédemption parce que c'est là que, en fait, j'ai pris conscience de qui j'étais vraiment. À nouveau, tu vois. T'as retrouvé le lion qui était en toi. Je te jure, le lion indomptable 237, tu connais. Non, c'était obligatoire. Et aussi, donc on est en novembre de la même année, 2021. J'écris à mon agent aux États-Unis. Et je lui dis, écoute, il s'appelle Ricardo. Je lui dis, écoute, Ricardo, là, j'ai besoin d'un game plan pour 2022. Il me faut un plan pour la nouvelle année, que je commence l'année 2022 en pétard. Ouais. Un nouvel homme, tu vois. Le nouveau Zach du mannequinat. Début de carrière, ça sera en 2022. Bah, il dit, écoute, Zach, pas de souci, on va se faire ça. On se fixe fin janvier, début février pour que tu effectues des nouveaux castings. Donc, je lui dis ok. Dans le mannequinat, t'es souvent dans l'attente, tu vois. Ouais. Tu sais pas trop, c'est indécis un peu. Ouais, c'est un milieu tellement indécis, tu sais pas de quoi. Il n'y a rien de stable. Il n'y a rien qui est stable, rien du tout. Stabilité et mannequinat, ça va pas du tout ensemble. Vraiment, à 100%, ça va pas du tout ensemble. Que ce soit au niveau du salaire, des contrats, de tout. Et je suis en vacances, je reçois un mail de mon agent qui me dit ok, c'est bon, tu vas avoir un casting chez Boo à Manchester et un casting chez Asos à Londres. Et qu'est-ce que j'ai fait avant ces castings? Je me suis dit, tu sais quoi, vu que je suis en mode, je suis une autre personne et tout ça, physiquement, j'étais bien balèze, tout. J'étais fit et je me dis, je vais faire une teinture, ma première teinture. Donc, et ma première teinture, c'est quelle rose. Rose. Première teinture, rose. Pouah, moi, je vais chez le coiffeur, je fais du rose, je pète les plombs, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je suis pas un peu fou là? Ouais, je me suis dit, je suis fou. Tu marches dans la rue, tu te réveilles, t'as des cheveux roses. En plus, en France, t'as des cheveux roses bizarres, tu vois. Ouais, ça arrive à Manchester, gros, tout le monde me dit, oh, incroyable tes cheveux et tout. Dès l'aéroport, incroyable tes cheveux, frère. 5 personnes en une soirée m'ont dit ça, tu vois. Incroyable, nanana. Donc, pareil, ça me booste. J'arrive à Manchester, ça me booste. Premier casting, boum, man. Ça passe. Ça passe. Le lendemain, je taffe directement avec eux.
Donc c'est mon premier job. Vrai premier job. Ma vraie première quiche, ça, c'est Boo. Ok. C'est Boo, c'est dans la poche. Je me dis, ça, c'était quand, ça ça, c'était février 2022. Février 2022, ok. 2022. Là, je suis refait. J'ai ma première quiche. Pareil, je peux montrer à mes parents, ça paye, tu vois, aussi. Donc, c'est important de leur montrer. De montrer qu'il y a quelque chose derrière, que c'est pas juste des photos, quoi. Ouais, 2 semaines plus tard, j'ai le casting chez Asos. Là, c'est match retour. Dans ma tête, match retour. Gros, là, il n'y a aucun stress. Je me dis, gros, j'entre dans ce bâtiment, je ressors avec le contrat, mais surtout, j'écoute personne. Je rentre dans le bâtiment, tout le monde me dit, putain, incroyable tes cheveux. Les mêmes personnes, hein. Ils me disaient, incroyable tes cheveux. Je suis comme ça. Tu vois, des bails, là, ça, c'est vrai. Je suis comme ça, je m'en bats. J'écoute personne. Tant que j'ai pas la preuve que je suis vraiment sélectionné, j'écoute personne. Ouais. Casting, il se passe super bien. Ma famille me dit comment ça s'est passé. Je réponds pas. Pas deux fois la même erreur. Mon agent, il me demande comment ça s'est passé. Je lui dis, au vu des dernières fois, je préfère pas répondre et tout. Elle m'a dit ok. Gros, j'étais tellement traumatisé. J'ai pas répondu. 2 jours plus tard, on me dit écoute Zach, c'est officiel, tu vas pouvoir travailler chez Asos. En plus, j'ai commencé à travailler directement la semaine d'après. Ok. Et là, je me suis dit, gros, c'était la délivrance. En vrai, de vrai, la délivrance. Et ça, c'était dans la foulée de Boo. Dans la foulée de Boo. Ça fait février 2022, Boo, Asos. Ouais, les deux Boo. Dans le même mois. Ouais, t'es bouillant, je suis bouillant en pétard. En pétard, revanchard, et ça paye, tu vois. Là, on peut le dire, hein, tu l'as fait pour la culture, moi. Pour la culture. et franchement, l'histoire avec Asos, elle est belle. Parce que aussi, il faut savoir, j'ai fait un billboard avec Asos. Ouais. On pourra le montrer. T'inquiète, je ferai un montage, je le mettrai en bien. T'inquiète. Quand j'ai fait le premier billboard de l'histoire de Asos. Officiellement. La grosse affiche. Et ils n'avaient jamais fait de billboard avant. Ils faisaient jamais de publicité Asos. Premier billboard, c'était ma gueule. T'es chaud. Là, j'ai kiffé. Et là, je me suis dit, là, c'est bon, là. Là, il y a quelqu'un, là. Non, c'était franchement meilleure revanche. Là, ça, c'est vrai que c'est une belle histoire de voir que t'as déjà, t'as eu l'opportunité d'aller chez Asos une première fois. C'était la marque de tes rêves. Ouais. Là, ils t'ont dit non, ça va pas être possible. Aller-retour. Retourne en France, gros. Et t'as surmonté la pente et t'as fait même plus que ce que tu attendais. Parce que t'avais pas jamais tu te serais dit t'allais faire un billboard. Jamais, je me serais dit je vais faire ce billboard, il est méchant. Franchement, il est très très lourd. Les deux côtés là, non, c'était très lourd. C'était quelque chose. Franchement, c'est ça là-dessus, c'est ça ta story, tu vois. Pour moi, c'est ça la culture que tu apportes sur la table, tu vois. C'est cette énergie-là, tu vois. C'est pour ça vraiment que je voulais faire le 2e épisode avec toi, parce que tout le monde te voit juste comme un mannequin à sauce, sans vraiment savoir ce qui s'est passé derrière. Tu vois, Zach, on s'est dit, il a percé. C'est le mannequin à sauce, tu vois. Et ils savent pas que c'était dur, hein. C'était dur, croyez-moi, c'était dur pour arriver là-bas. Et justement, pour rebondir à ça, tu vois, pour continuer dans notre interview, vraiment qu'on mette de côté le côté mannequinat, plus par rapport à ton lifestyle, tu vois, comment tu essaies de l'entretenir et de réussir à joindre tout ce qu'il y a autour de ta vie, tu vois, que ça soit déjà gérer cette pression, ce stress où tu sais, en vrai, tu sais pas vraiment ce qui t'attend par la suite, tu vois. Comment justement tu arrives à... Ça, c'est pas évident aussi, surtout quand tu commences, c'est pas évident parce que mannequinage, comme je t'ai dit, il y a des mois, tu peux travailler, je sais pas, dans le mois, 2 réelles semaines de travail, donc 10 vrais jours de travail, des fois tu travailles pas du mois, ça m'est déjà arrivé, hein. Des fois, il y a des mois, t'as 0 job. Ouais, il y a des mois, t'es que là. Sauf que, frérot, il y a des mois, je suis à Strasbourg. Et gros, faut garder la tête froide. Et même quand il y a les périodes creuses, faut rester solide, tu vois, mentalement, parce que c'est pas évident. Souvent, les mois où je travaille pas, quand ça m'arrive, je me dis, c'est chaud. Et en fait, là, ce mois-ci, il n'y a pas d'entrée d'argent. Tu vois. Donc, bien sûr, les autres mois, ça compense largement. Mais c'est pas évident mentalement de se dire que t'as pas de salaire. Des fois tu ressens de l'anxiété, du stress un peu. Ben gros, je vis de ça moi. Genre t'es habitué. Je baigne dans l'anxiété. Non, je suis quand même anxieux. Après, j'ai toujours un positive mindset, tu vois, qui me permet de résister à la charge d'anxiété. Mais ouais, c'est pas évident quand même. Ouais. Au quotidien, c'est vrai que moi je le ressens avec les projets
et tout ce que j'essaie de faire à côté, tu vois, à côté des vidéos, que ce soit avec le basket, mon taf et tout. Et c'est vrai que quand tu fais beaucoup de choses, alors... Et tu t'y perds aussi. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, tu peux vite rentrer dans un truc où, du coup, toi, bah, ton projet, tes objectifs, c'est vraiment lié au mannequinat. Tu sais que bah, quand t'as rien, il n'y a rien qui rentre. Tu vois, mais je vais quand même, je garde une bonne hygiène, même quand je fais pas de mannequinat, je garde une bonne hygiène. Je vais quand même à la salle 5 fois par semaine. C'est ça. Même que je taffe ou pas, tu vois. Que je taffe ou pas, du lundi au vendredi, je vais à la salle. Samedi, dimanche, au repos. Parce que en plus, le samedi, j'ai match. Mais non, faut garder la tête froide. Garder la tête froide c'est ça. Et se dire que même si tu travailles pas, c'est pas à la fin du tu fais comme si tu travaillais en fait. Tu fais comme si tu travaillais et ça va arriver. En vrai, c'est vraiment ton mindset positif qui permet de boost au quotidien. De garder la constance dans ce que tu fais, dans ton hygiène de vie, que ce soit aller à la salle et tout ce qu'il en est, quoi. Parce que pour le coup, je sais que pour beaucoup de personnes, le mannequinat, c'est le mannequinat, tu vois. T'as des bons salaires, au final, t'es payé à être pris en photo, payé à être beau. On dit, ouais, t'es payé à être beau, toi et tout. D'un côté, oui. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses à faire en dehors du mannequinat, tu vois. C'est pas ça la vie. Ouais, je te jure. Et c'est dur à faire en sorte que les gens comprennent ça, tu vois. Et je leur en veux pas parce que moi aussi, de base, pour moi, le mannequinat, c'est juste, tu prends ta photo, tu prends ton salaire et tu te barres, tu vois. Mais non, ça va au-delà de ça, c'est pas toujours évident. Ouais, d'une certaine façon, je vais pas dire que c'est compliqué d'être crédible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent pas ça au sérieux. Je te jure, c'est quand même compliqué d'être crédible au quotidien avec certaines personnes qui se rendent pas compte du travail que c'est. Quand même. Ouais, ça j'en doute pas une seule seconde parce que là, quand tu regardes, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, enfin, on va pas se mentir, on est 8 milliards sur Terre, il y a des personnes qui ont des points de vue différents sur certaines choses, tu vois. Et je pense que quand t'es mannequin, ça doit pas être toujours facile d'avoir, comme tu as dit, il y a le Zach mannequin et t'as Zach la vraie vie, il y a juste toi, tu vois. Et aussi, là, de plus en plus, que ce soit sur les réseaux, j'essaye de plus montrer ma vraie facette, tu vois, qui est le Zach. Je suis toujours souriant, j'aime faire des blagues, enfin, tu vois, je suis comme ça. Mais sur les réseaux, si là tu mets Zach Noga sur Insta, tu vas voir mes photos, tu vois pas vraiment ma personnalité. Et je trouve ça c'est dommage, il faut que je le montre plus, tu vois. Ouais. Et ça m'embête un peu. Ouais. C'est quelque chose c'est quelque chose sur laquelle tu as envie de bosser là sur du court terme. Ouais. Vraiment, là, tu sais très bien sur la création de contenu. Par rapport à la création de contenu, montrer plus de lifestyle, parce que le mannequinat, comme je t'ai dit, bon, il y a les jours où je suis sur set, où des fois je poste des photos et tout ça, mais on voit pas sinon le reste de ma vie, tu vois. De temps en temps, je mets des petites stories au basket, mais à part ça, pas grand chose. Je montre pas assez ma vie privée. J'aimerais un peu plus montrer ma vie privée pour qu'on puisse plus me cerner en tant que personne, tu vois. Moi, m'associer au mannequinat, mais plus en tant que personne normale, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ton Insta, en vrai, c'est ta vitrine, c'est ton book, non? Ah, bien sûr. Ça, c'est non négligeable. Mais il faudrait que je trouve la bonne dose entre les deux, tu vois. Ok, ouais. Moins montrer de photoshoot, ou alors plus poster, mais du lifestyle à côté en même temps. Ok, ouais, je vois comment. Mais là, t'as déjà un plan d'action pour ça? Enfin, tu sais que au niveau de la création de contenu, il faut être régulier. Voilà, faut être régulier. Déjà, faut poster souvent. Et je tente des nouvelles choses. Je les poste pas encore, mais je tente des nouvelles choses. Je cuisine, je fais des vidéos à mon bureau. J'essaie de trouver des nouvelles prises. J'ai acheté une nouvelle caméra pour vraiment faire de produire des belles images à regarder, tu vois. Du bon contenu, quoi. Et là, on arrive à la fin de notre interview. Mais je voulais te poser la question, alors je l'ai noté, tu le sais, c'est quoi la suite? Où est-ce qu'on va dans un futur proche? Franchement, dans le mannequinat, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, alors, Asos, t'as bossé ça chez Asos, mais je pense pas que ça soit une finalité. Tu vois. Non, bien sûr, c'est pas une finalité. Aujourd'hui, dans ma carrière, c'est plus un tremplin. C'est plus un tremplin parce que je travaille avec énormément de marques. Au jour d'aujourd'hui, je travaille aux États-Unis, du coup à Los Angeles, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en Espagne,
en Angleterre, en France. Donc j'ai fait un petit tour quand même. J'ai fait un petit tour et j'ai pu voir sur quel marché j'étais le plus performant. Donc clairement, moi, c'est le marché des États-Unis où je suis le plus performant, à Londres aussi. Mais en France, non, tu vois, en France, c'est plus, faut plus être skinny et... Trop costaud. Là, t'es un peu trop costaud. Continent. Non, mais du coup, j'aimerais à nouveau partir de cette zone de confort qui pour moi est Strasbourg et emménager dans une nouvelle ville à temps plein. Et continuer le mannequinat, bien sûr, hein, mais dans une autre ville. Londres. Et ouais, il y a plusieurs idées comme Londres, bien sûr. C'est une ville qui m'attire énormément, tu vois. Elle m'attire énormément et t'es pas loin de France. C'est très facile de repartir aux États-Unis aussi. Et j'aimerais aussi, pour cette nouvelle année, là, obtenir mon visa aux États-Unis pour pouvoir travailler avec un visa quand je vais aux États-Unis. Si je veux faire 2-3 semaines de boulot, vu que ça marche très bien là-bas sur le marché américain, que je puisse le faire. Donc je vais vraiment travailler sur cette partie-là, obtenir mon visa aussi américain. Pour que là, par la suite, ton activité elle se développe. Hein. Ouais, c'est ça. Je me vois pas habiter aux États-Unis. Hein, oui, c'est sur un laps de temps. Ouais, c'est ça. Juste un laps de temps pour les opportunités. Pour que ça soit encore un autre tremplin, comme Assos a pu l'être. Et voir la suite aussi, hein. Peut-être dans l'acting. Hein, parce que il y a un truc qui se perd là. Tu penses qu'il y a moyen Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de moyenner là-bas. J'ai aussi toujours été attiré par ce milieu-là, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, moi, je suis prêt à tout. Hein. Je suis prêt à tout et je garde ça en tête. J'ai sûrement commencé d'ailleurs le théâtre. Vraiment. Ça va le faire. Carré. Bah écoute, Zach, on l'a fait, mon ref. On l'a fait. Vraiment, on l'a fait. Épisode 2, done. Franchement, Simer, gros. C'est lourd. C'est lourd d'avoir pu échanger sur ton point de vue sur les choses. J'en ai appris aussi. Parce que même si on a préparé l'interview, en vrai, j'ai appris pas mal de choses. Donc c'est vraiment cool. Et moi, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies inclus dans cette chaîne. Tu vois, tu parles du projet depuis longtemps. Ça fait 2 ans. Et en gros, de voir ton évolution au fil des années, franchement, ça fait archi plaisir. Tu vois. Ça, c'est tout droit. Pour toi, c'est tout droit. Et la voie de gauche. La voie de gauche, là, on a mis les appels de phare. Là, on a mis les appels de phare. Non, c'est tout droit. Et franchement, t'as une bête d'évolution et ça fait plaisir à voir. On va le faire. Si je peux de mon côté t'aider un petit peu, franchement, c'est avec plaisir. Simer, on est ensemble. Comme de toute façon, il y a des projets là. Il y a des projets. On va pas en dire trop, mais il y a des projets. Ça arrive. En tout cas, gros, c'est lourd. J'espère que vous avez vraiment kiffé PLC pour la culture, mon gars. C'est le 2e. Donc non, c'est lourd. Et comme dit, on va continuer sur de prochaines vidéos, d'autres projets. Vous allez, franchement, abonnez-vous. Il y a plein de choses qui vont. La cloche, n'oubliez pas la cloche. La cloche. J'ai toujours voulu faire ça. N'oubliez pas la cloche. En plus, je l'ai pas mis sur la première vidéo. Donc là, faut le mettre là. Vas-y, on va bien. Cliquez sur la cloche. Abonnez-vous. Si tu cliques pas, tu vas voir. Là, faut tout mettre. Mais non, comme dit, c'est lourd. Donc, franchement, merci gros. Non, avec plaisir. Et là, on peut faire le clap là. Le clap de fin.